Bon, les amis, on a une blague d'intro ou pas? Vous avez des idées? Non. Si, j'avais un truc à la base de tank, mais du coup, je l'ai oublié. Ouais. Et moi, j'avais un truc à base d'apo, mais je crois que ça a déjà été fait. Post-apo? Ouais. Ouais. Ah, Ouais. oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On commence sans, sinon. Oh, bah non. Vous avez pas entendu parler là de ce nouveau truc appelé un Grégo? Ah ouais? Ouais. On peut essayer? Ça, c'est dépannage de blagues. Bah vas-y. On essaye? Ok. Allez. Allez, vas-y. Bienvenue chez Grégo Dépannage. Vous avez besoin d'une blague. Pour un podcast, tapez 1. Pour un tweet, tapez 2. Allez-y, tapez un, là, tape un. Un article de blog. Vous avez choisi podcast. Votre podcast traite de l'actualité des nouvelles technologies et de la communication. Tapez 1. Traite de critiques de films pendant 2 heures. Tapez 2. Traite de comics. Tapez 3. 3, vas-y. Vous avez choisi un podcast de comics. Nous récupérons votre blague. La blague est la suivante. Que fait Kevin Feige quand à la pharmacie, on lui donne un médicament de la mauvaise marque? Il fait une scène post-générique. On a même pas fait le oublié. bouilla, quoi. Non, mais en Bonsoir à fait, tous. il s'est perdu dans la blague la plus longue de tous les C'est clair. Mais du coup, je crois que je l'ai. Et j'ai compris la blague. Oui, moi c'est aussi, pas j'ai grave. moi, j'ai toujours pas rapport à Julien. Julien. Bravo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Comics Outcast, le podcast consacré aux comics et à leurs adaptations. Les ondes sur lesquelles nos voix voyagent sont émises par un drakkar interstellaire, une galère de mutinés voguant aux confins de l'univers, un navire de l'espace nommé Vaisseau Hypersensas. Ce soir, c'est moi, c'est Lulu, qui suis à la barre du vaisseau. Telle boucle d'or, je me suis glissée dans la cabine de commande de mes illustres prédécesseurs. J'ai essayé leur casque, je me suis levée dans leur fauteuil et j'ai même goûté leur concombre lyophilisé. Mais, promis, je ne m'endormirai pas au volant de l'appareil comme cette petite paresseuse aux cheveux blonds. Et, s'il vous plaît, n'examinez pas ma référence au conte de trop près parce qu'elle ne fonctionne pas complètement. Mais, chers auditeurs, chères auditrices, réservez plutôt un accueil chaleureux dans vos esgourdes ébahis aux 3 ours qui m'accompagnent pour cette 143e émission. Papa Sam, Hey, salut. Zéphiriel, salut, Maître Zéphiriel, Oh, maître, carrément. ouais, et Ring Fit Overlord Nivrae. C'est moi. Oui. Oui, vous avez remarqué que dans cette nouvelle version de Boucle d'Or, on envoie valdinguer le modèle traditionnel familial et on fait même entrer un barbu, un 4e ours, sans qui tout cela ne serait possible. Adrien. Wesh. Et il y a aussi un écureuil robot dans l'histoire, allez comprendre. Bon, Nivrae, comment ça va? Eh ben, ça va bien. Pas de courbature malgré les séances de Ring Fit. Ah bah ça, c'est que ça marche bien alors. Oui, ça va. Est-ce que tu as le temps de lire des petites choses en ce moment? Et non, malheureusement, après 400 heures d'Animal Crossing, j'ai complètement oublié de lire. 400 heures. 400. Eh oui. C'est pas une exagération? Mais non, j'ai lu beaucoup de dialogues. Énormément de dialogues. C'est souvent les mêmes. Mais voilà. Du coup, les comics, j'ai un peu oublié, à part ceux de cette semaine, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous teaser ce que tu vas présenter ce soir? Eh ben, je vais parler shopping post-apocalyptique. Ah, ok. Et toi, Sam, comment ça va? Écoute, ça va pas mal. Ça va? Ouais. Tu as le temps de lire Je n'ai le temps de rien du tout, donc non, désolé. J'avais essayé de recommencer il y a quelques semaines Shangri-La en attendant de pouvoir lire le Carbone et Silicium sur lequel Mathieu Bablé est en train de bosser. Mhm. Et voilà quoi. Mais non, ouais, là ça fait 2 grosses semaines que je n'ai le temps de rien. Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir? Bah, ce soir je vais vous parler de chevaliers, d'errance, de rencontres, de folie et de fin du monde. Très bien. Et toi, Zef? Comment Salut. tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Qu'est-ce que je dis? C'est ça? Tu voulais me poser quelque Ouais, question? c'est ça, bah oui, tu connais le...
je lis pas beaucoup de comics en ce moment, mais j'ai repris goût à la lecture de jeux de rôle. Donc, je lis beaucoup de jeux de rôle en ce moment. J'ai commencé Terre 2, j'ai commencé Vermine 2047. Je relis du Alien pour me familiariser encore un peu plus avec l'univers. J'ai refait du Star Wars il y a pas longtemps et je lis un bouquin de J.J. Abrams qui s'appelle S, qui est une espèce de bouquin mystère que des étudiants se sont échangés dans une librairie, dans une université, en mettant des notes dans les marges et en laissant plein de documents dedans. C'est assez cool, en vrai. Ah bien, tu nous présentes ce soir. Eh ben, écoute, j'ai fait du Star Wars JDR lundi soir et c'était vraiment cool, dimanche soir, et c'était vraiment cool. Et donc, je me suis dit que j'allais présenter un peu de sabre laser et de piou-piou dans l'espace. Ok. Pour la 5e fois, nous enregistrons le module Comics Outcast, chacun bien confiné dans nos cabines respectives. Après la présentation des reviews, Nivray, Sam et Zeph vous proposeront un focus sur Tank Girl, une publication disponible chez Ankama. Nous terminerons l'émission avec un hors les bulles consacré à New Mew. Mon bot assistant me fait savoir que on pensait que oui, mais finalement non. Donc on va rester sur la fille au tank pour le hors les bulles. Si c'est bon pour vous et que vous avez bien attaché vos bouillarnais, Ben, si tu nous écoutes, non, il ne nous écoute pas, on fait des bisous. Sans plus attendre, Comics Outcast numéro 143, c'est parti. Oh là là, l'horreur. Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, Comics Outcast démarre avec 3 reviews de comics sélectionnés par les chroniqueurs qui, sur la base des 3 premiers fascicules, partagent leur avis et sont susceptibles de faire chauffer la mauvaise foi pour bien faire juter les débats. Je passe tout de go la parole à Sam, qui nous présente ce soir, oui c'est toi, Batman Last Night on Earth. Tout à fait. Batman Last Night on Earth, c'est le dernier titre de Scott Snyder et Greg Capullo sur le Chevalier Noir. C'est du Black Label, donc une histoire en dehors de la continuité. Bien que elle fait une conclusion, je pense. Bien marqué de tout ce qu'ils ont pu faire. Greg Capullo et Scott Snyder sont arrivés du coup sur DC, sur le Batman en 2011, lorsque DC a décidé de relancer ses séries principales. Ils sont du coup arrivés sur le New 52 et ils ont lancé avec cette première histoire qui parlait de Batman et de la cour des hiboux. Ils ont fait tout un tas d'autres séries parce que ça a bien marché pour eux, que leur travail a été bien suivi et bien apprécié du grand public. Et là, ils nous parlent de quoi ? Ils nous parlent de Batman, qui fait un petit tour dans sa Batmobile, qui est en train de suivre une piste assez particulière, c'est-à-dire des traces de craie sur différentes zones de Gotham City, des zones qui font à chaque fois 1 mètre sur 1 mètre. Et ce tracé dessine quelque chose vu du dessus avec des vues satellites. Du coup, en recommençant le puzzle, il se rend compte que le schéma qui est dessiné, c'est la silhouette du Batman à la craie, comme ça serait fait sur une scène de crime, comme s'il était mort. Et en regardant où se trouverait le cœur sur ce dessin, ça pointe directement à Crime Alley, là où ses parents sont décédés. Donc il s'y rend. Et bien que Alfred lui dise qu'il n'y a aucune signature thermique à cet endroit-là, il y trouve un petit enfant qui semble avoir une dizaine d'années à peu près, sous un parapluie, sous la pluie battante. Il s'approche, il prévient qu'il va soulever le parapluie pour s'assurer que tout va bien. Et lorsqu'il soulève le parapluie, l'enfant semble décédé depuis un petit moment. Et par un système de mécanisme, le bras de l'enfant se redresse, tient un flingue. Ça nous rappelle une scène bien connue, celle de la mort de ses parents, et le coup part. Et puis, petite ellipse, on retrouve Bruce Wayne, tout attaché, tout ficelé sur une table d'opération, dans une pièce qui semble toute blanche, toute lumineuse. Et un médecin arrive pour lui dire que c'est génial, vous êtes réveillé, tout se passe bien. Il a du mal à parler, il n'arrive pas trop à parler. Le médecin lui explique que c'est normal et que tout va aller bien. Et là, Alfred arrive et commence à lui dire que ça va, il est guéri.
qu'il est censé être guéri. Car tout ce qu'il a vécu jusque-là, toutes ces aventures de Batman, toutes ces aventures de Chevalier Noir, c'est en fait un délire. Il est fou. Et l'hôpital psychiatrique dans lequel il vit depuis des années semble être en fait le terrain de sa folie, puisque tous les médecins qui l'entourent sont en fait pour lui les méchants de ses aventures. Donc le médecin qui est à son chevet à son réveil, c'est clairement le Joker. Puis tu as un directeur qui ressemble clairement au Pingouin, t'as Harley Quinn, t'as tout un lot de personnages comme ça. Et là il refuse d'y croire et il va s'attacher à ça. Quand il se retrouve dans sa petite cellule, dans sa camisole de force, il force un petit peu les parois, il retrouve des éléments, un petit dinosaure, un penny, qui lui rappelle clairement sa Batcave, et il se dit mais non, c'est la folie, on me manipule, etc., etc. C'est difficile de vous en raconter plus sans vous spoiler cette partie-là. Pourtant, c'est tout un autre univers qui va, en fait, il va s'échapper de cet endroit très clairement, et il va trouver un monde post-apocalyptique. Et il va essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer de retrouver de l'humanité et faire son dernier chemin. Voilà à peu près pour en raconter que le début. Alors très clairement, c'est une histoire qui est assez cool dans les thèmes qu'elle aborde, même si personnellement, pour donner mon avis tout de suite, j'ai trouvé que elle faisait un peu fourre-tout, elle était plein de bonnes idées qui sont malheureusement pas assez creusées. On a l'impression qu'en fait ils mettent plein de leurs idées dans un dernier titre, comme s'ils avaient plus le temps de développer ces histoires-là. Et du coup ça en devient même un petit peu, j'ai trouvé assez alambiqué en fait. On se perd un petit peu dans les différentes pistes qui sont proposées. Et c'est un bon titre, un très bon titre, c'est une odyssée, clairement. Il y a des thèmes tels que la mort, le voyage qu'il va faire sur cette terre désolée rappelle clairement l'odyssée. Il va même faire un moment une descente vers les enfers, il va retrouver des amis passés, etc. Et au-delà de ça, il va essayer de se retrouver lui-même. Clairement, c'est une je sais pas si je peux le dire sans trop spoiler. Non, je vais garder ça. Mais ça fait référence à une autre histoire qui a été développée par Scott Snyder et qui était dessinée par Shane Murphy. Ça reprend cette histoire-là dont je vous en dirai pas plus. Ceux qui ont lu savent et puis je ne spoilerai pas les autres. Avant de finir sur mon avis, je vais peut-être laisser la place aux petits copains. Nibrae, tu veux dire ce que tu en as pensé ? Je me suis arrêtée pour l'instant aux 3 premières issues. Même si en vrai c'était chapitre puisque j'ai lu en français. Je lirai la suite très clairement. Là c'était plus par manque de temps qu'autre chose. Ça m'a passionnée. J'ai beaucoup aimé ce côté où le Batman se réveille et on lui explique que en fait l'histoire qu'il a dans sa tête, c'est dans sa tête. Il s'est jamais passé autre chose. Il y a un côté un peu, au début tu dis ça a l'air un peu facile quoi, comme histoire, le principe tu te réveilles et tout ce qui s'est passé avant n'existe pas. Et puis dès la 2e, 3e issue, ça bascule sur autre chose, ça va plus loin, comme tu disais, t'as le côté Odyssée qui est quand même très présent, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes, visuellement ça passe bien. Tu vas chercher un peu plus loin en fait dans la tête de Batman, il me paraît un peu moins creux que dans certains comics, donc ça m'intéresse aussi pas mal là-dessus, j'ai beaucoup aimé vraiment la narration. Il y a aussi la relation Alfred-Batman qui est très cool et qui est très bien écrite, et ça dès la première issue. Donc pour moi ça a vraiment bien marché. Faut absolument que je dise la suite. J'en espère beaucoup, donc j'espère qu'elle sera au niveau. ça fait toujours un petit peu peur. T'as lu les 3 premières, tu t'es un petit peu emballé, puis derrière si ça suit pas c'est dommage. Mais à lire en tout cas, moi c'est sûr que je continuerai après la 3e. Et toi Zef, qu'en as-tu pensé ? Moi c'est sans surprise que j'ai bien kiffé Maras le truc, parce que le couple Capullo-Snyder c'est un truc sur lequel j'aimerais bien faire un threesome, mais dans l'idée je rejoins un peu l'idée du Footrax qui part un peu dans tous les sens, parce que c'est clair que c'est assez verbeux, il y a quand même beaucoup de trucs à lire, beaucoup de trucs à comprendre, il y a quand même une connaissance aussi de l'univers à avoir un tout petit peu
pour comprendre les échanges et le pourquoi du comment, et pas que sur l'univers Batman, parce qu'il y a quand même énormément d'apparitions de DC. Et voilà, je suis étonné que tu en parles pas plus quand même sur l'histoire, Sam, parce que tu t'arrêtes vraiment là où ça devient vraiment intéressant. Et d'un autre côté, j'ai un peu peur de spoiler la fin de cette première intrigue. Ouais. Mais c'est vrai que la première intrigue, elle va vraiment plus loin que ça en plus, quoi. Genre, t'as ce changement qui est ouf, et t'as vraiment encore des rebondissements derrière sur les personnages qui croisent et tout. Mais soit tu respectes. Voilà. Que dire d'autre au niveau dessin? Moi, j'ai kiffé ma race, mais Capullo, voilà. Là, enfin, autant sur certains dessins, certaines séries, il s'était vraiment, je vais pas dire appauvri, mais reposé un petit peu sur ses lauriers. Je me souviens d'une série avec Mark Millar qui était pas faux folle en termes de, enfin, qui était son style, mais qui était pas faux folle en termes de rendu. Là, vraiment, putain, je trouve que le gars, il s'est gavé jusqu'au bout, quoi. Vraiment, toutes les expressions sont folles. Il y a des échanges de regards avec le compère de Batman qui va trouver, qui sont complètement dingues. Franchement, enfin, moi, je suis complètement amoureux. Je suis à jour sur la série, et je sais pas si ça s'arrête. Quand ça s'arrête, je sais pas, quand une 4 épisodes, j'étais en train de regarder, il me semble-t-il. Mais voilà, enfin voilà. T'as tout lu, toi, Zef? Ouais, mais ça s'arrête. Il n'y a pas une suite, ou c'est moi qui rêve, hein. J'ai une connerie en même temps que j'en parle, mais. Alors, je suis pas sûr, mais j'avais cru lire que c'était leur dernier à Snyder et Capullo sur le Batman. Donc, non, parce qu'il y a Batman Death Metal qui va sortir. Et ça va être eux deux dessus aussi? Me semble-t-il que c'est les deux, ouais. C'est les deux gars, enfin, c'est les deux qui avaient fait Metal ensemble. Donc, C'est vrai que Metal, par exemple, j'avais beaucoup moins accroché. C'est ouf. Moi, j'ai kiffé dehors. Ouais. C'est vrai. Et peut-être que j'ai des références qui me manquent, mais il y a un moment où ça m'a lâché, où j'ai lâché. J'ai tout lu quand même, mais j'ai un peu décroché dans le sens où je comprenais plus vraiment ce qui se passait, quoi. J'ai l'impression que ça allait beaucoup trop dans tous les sens. Ouais, mais ça, tu sens qu'en fait le couple là, c'est vraiment des mecs, enfin Snyder surtout pour le côté écriture, tu sens que c'est un mec qui s'y connaît vraiment, quoi. Il a le perso depuis un moment maintenant entre les mains. Il a vraiment fait un truc de ouf avec le New 52 et voilà, tu sens qu'il maîtrise tout son univers, tous les personnages qui sont autour de lui, et du coup le métal, il est foncièrement pas extrêmement complexe, je trouve, à comprendre, mais il y a beaucoup de choses en fait à accepter quand tu le lis, quoi. Faut pas chercher, il faut accepter énormément de trucs, et moi j'ai trouvé ça complètement dingue, et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il faisait le Last Night on Earth, j'étais ultra excité en fait par l'idée de base, quoi. Ouais, et pour revenir sur ce que tu disais là sur le dessin, c'est vrai que c'est assez dingue, et on sent aussi que du coup Capullo, il a eu vraiment toute liberté pour pouvoir créer plein de choses. C'est aussi l'avantage que permet le Black Label, c'est que comme tu peux te sortir de la trame principale du Batman, c'est que tu peux vraiment aller créer des choses encore plus dingues. Il s'est vraiment éclaté là sur le design de pas mal de personnages, sur pas mal d'idées. C'est très très chouette. Moi j'ai une question, donc vous avez déjà un petit peu répondu, mais quand on parle de séries comme ça avec des grands personnages, moi je me demande toujours si il faut avoir lu tout Batman depuis 80 ans pour pouvoir apprécier, ou si même si on manque un peu des choses, on peut y trouver son compte. Et est-ce que c'est un point d'entrée, par exemple, éventuellement pour lire du Batman, ou bof? Moi, perso, je dirais que ça peut se lire comme ça, mais c'est pas. Tu passes à côté de pas mal de choses. T'as pas besoin de tout connaître de Batman, mais il faut avoir quand même pas mal de références de ce qu'a créé Snyder, et de ce qu'ont créé Snyder et Capullo sur les 9 dernières années. Là, vraiment, ça, c'est dans la lignée. C'est une sorte de conclusion du Batman, donc. Ils en profitent pour revenir sur pas mal de choses de l'histoire, mais surtout sur pas mal de choses qu'ils ont mis en place, eux, dans l'histoire. Et c'est assez chouette. Et même, il y a des personnages qu'on va croiser, le compère, comme disait Zef, de Batman. Il s'est passé beaucoup de choses avec lui sur leur run. Et vraiment, on le ressent. C'est des choses auxquelles il fait référence assez régulièrement. Ok. Ouais, je rejoins Sam là-dessus. Effectivement, il faut
il faut connaître, faut avoir lu tout le run je pense de Capullo et Snyder, tout le New 52 et c'est quand même pas rien à lire. Et en vrai, c'est une putain de lecture. Et effectivement, le Joker prend une putain d'importance dedans, surtout sur le final. Et ouais, il faut l'avoir lu. Au moins, ça amène à comprendre comment Snyder fait un peu ses intrigues et pourquoi il part aussi autant en couille en fait dans Last Night, parce qu'en vrai il part un peu en couille et en fait c'est pour ça qu'il faut accepter en fait, comme Metal, faut accepter ce qui se passe et faut pas se dire que c'est un peu crédible, parce que de toute façon c'est peu crédible et si on accepte vraiment l'histoire et qu'on se plonge dedans, c'est un vrai régal quoi. Et donc je suis assez oui, il faut avoir connu je pense un peu la façon dont ils traitent le personnage et les intrigues qu'ils ont placées en amont pour pouvoir comprendre la relation que Batman peut avoir avec certaines personnes. Donc c'est une série en 3 issues, c'est ça ? Non, elle n'est pas terminée là. Si, c'est en 3 issues, mais les issues sont composés de chapitres, enfin de parties. C'est pour ça que je me suis fait avoir, je m'en rends compte. C'est que okay. J'ai lu les 3 premières parties, mais ça correspond à même pas la première issue complète. D'accord. Parce qu'en fait, en VF, tu fais pas la différence. En partie à chaque fois, ouais, ok. Ouais, en fait, en VF, tu fais pas la différence du chapitrage et de. J'ai pas fait attention, je me suis arrêtée à la 3e partie, ce que je pensais être des chapitres. Et en fait, ce sont des parties à l'intérieur des issues. En fait, chaque issue fait une 60aine de pages, donc t'as déjà. Ouais, c'est ça. Dans une issue, en fait, t'as 3 issues de base, après quasi quoi. Le tome français qui va sortir là début juin, c'est 176 pages. Et ça contient les 3 issues. Ouais, c'est un titre qui devait sortir à la base en avril chez Urban, et du coup qui a été décalé à cause du confinement, comme pas mal de titres. J'en profite pour passer du coup un coucou à Lise, Otto, Clémentine et Louise, qui sont les RM à la fois de Urban et d'Ankama, et qui nous ont passé tous les PDF de ces titres, que ce soit du coup Tank Girl ou dont on va parler après, ou celui-ci, pour qu'on puisse les lire sans avoir à se les procurer, pour pouvoir faire ça durant le confinement assez facilement, et qui répondent de toute façon de façon assez générale à nos demandes, et très sympathiquement à chaque fois. Merci à eux. À elle, du coup. À elle, pardon. À elle. Ouais. Merci à toi, Sam, de nous avoir présenté Batman Last Night on Earth. Alors, sachant que Night, c'est comme chevalier et pas la nuit. De Scott Snyder et Greg Capullo, un comics DC Black Label qui sortira donc en français très prochainement, le 5 juin 2020, chez Urban Comics. Et donc, pour résumer, un peu fourre-tout, complètement fou, et ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. C'est ça. Ok. Nivrae, est-ce que tu veux bien reprendre le micro pour nous dire ce que tu as pensé de Maul, c'est ça, le comics que tu as sélectionné aujourd'hui? Exactement. Alors Maul, c'est un comics de Gary Doberman et Michael Morecci. Gary Doberman, il est connu plutôt côté Hollywood puisqu'il est scénariste plutôt tourné vers l'horreur, les films Annabelle, la nouvelle version des Ça, la série DC Swamp Thing. Et Michael Morecci, on en a déjà parlé, puisque c'est lui qui a écrit The Plot. Ça doit dire quelque chose à quelqu'un dans le coin. Curse aussi, qui est sorti en français. Il bosse sur la graphic novel Dick Grayson, The Lost Carnival, qui sort très prochainement. Il a bossé sur Vampironica. C'est vraiment ce truc, là, putain. Ouais, il met plein de photos sur son Instagram, j'en peux plus. C'est moi chaud, putain. Et côté artiste, c'est Zach Hartung qui fait les dessins. Alors beaucoup moins connu puisqu'il a bossé sur Albatros, qui est un petit projet perso, et Clovis, qui est un comics complètement méconnu. C'est un comics sur un roi. De quoi ? Ce sera un comics sur un roi. C'est très probable. Clovis, oui. Donc c'est sorti chez Vol Comics. Ça a commencé en août 2009 et ça s'est peut-être terminé en janvier 2020. Pourquoi peut-être ? Parce que j'ai pu lire 4 issues sur les 5 qui sont sorties. La 5e, je ne l'ai pas trouvée. Elle est sortie pourtant en janvier, donc avant le confinement. Elle est introuvable sur Comixology. Elle n'est pas notée sur Comics Roundup. Elle est complètement invisible. Le comics n'existe plus sur le site web de Vol Comics. Complètement introuvable. C'est très très bizarre. Alors je sais qu'il ne trouvera. Il a été complètement c'est fou en fait.
Alors, je sais qu'il existe parce que j'ai vu des youtubeurs américains qui ont chroniqué la dernière issue. Je les ai contactés, eux m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé dans leur librairie. Donc apparemment, il est sorti en physique dans certaines librairies aux US. Mais c'est tout. La série a disparu des radars. Alors il y a un petit soupçon, c'est que la série a été attaquée par Scout Comics, qui produisent un comic qui s'appelle The Mall. Oh merde. Qui du coup est sorti au même moment. Donc il y a peut-être eu quelque chose comme ça. J'ai Michael Morici, l'auteur, qui m'a répondu sur Twitter en me disant que il pensait que c'était trouvable, mais que bon bah si jamais j'avais pas le trouvé, il me filerait le PDF. Sympa. Je répète la fin de l'histoire, mais ouais, gros mystère. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la 5e issue. Ils sont pas le savoir non plus. Donc sinon, la vraie histoire, ce n'est pas ça. The Mall, ça se passe aux USA. C'est une date inconnue dans le futur. Le monde est fini. L'apocalypse, elle est en cours. Il y a personne qui a rien respecté dans le monde, donc c'est catastrophe climatique. Malgré tout, il y a un groupe de gens qui survit dans le meilleur endroit du monde, c'est-à-dire les centres commerciaux. Alors nous, ils sont fermés, tu vois, en cas de confinement, mais là-bas, c'est ouvert. Et pendant que tout se déchaîne dehors, eux, ils sont bien tranquilles dans leur centre commercial. Alors bien tranquilles, pas tout à fait, puisque des tribus se sont formées. Des tribus par magasin, il y a des insectes un peu obscurs, des gangs. Et en gros, la compétition, c'est l'espace, les ressources qui sont limitées. Donc c'est vraiment de la survie dans ce centre commercial. Après, alors c'est des centres commerciaux américains, c'est quand même très très grand, c'est presque des mini-villes. Quand même, on n'est pas sur Velity 2, quoi. Et au milieu de tout ça, on a André Reed qui se réveille à côté du corps mort d'un chef de tribu. Et il est accusé d'avoir assassiné ce chef de tribu. Donc malheureusement pour lui, il va être poursuivi, tout le monde va vouloir le tuer parce qu'il est méchant, il a tué quelqu'un d'autre. Et il va essayer de naviguer dans tout ce bordel de centre commercial pour essayer de prouver son innocence et empêcher la fin du monde aka le centre commercial. Voilà le petit résumé du comics. Alors on démarre par une scène d'ouverture hyper obscure qui te rappelle un peu des vieux films d'horreur. Il y a des mecs masqués qui poursuivent quelqu'un et qui kidnappent un enfant avec des coups de marteau. Enfin, c'est hyper violent. Tu te dis, mais dans quoi j'ai débarqué ? Les dessins sont un petit peu, aléatoires. On se retrouve avec... Ouais. Ah non, c'est vrai. En fait, tu te retrouves avec des cases très détaillées et puis des cases où on oublie complètement que les gens peuvent avoir des visages. Parce que, pourquoi pas ? Tu te retrouves avec un centre commercial qui est finalement très peu représenté. T'as pas un plan, t'as pas forcément des boutiques sur toutes les visions. Souvent, on te met vite fait une vitrine derrière, tu supposes que c'est ça, des escalators, mais t'as pas une représentation réelle du centre commercial. Et du coup, t'as vraiment l'impression d'être dans un espèce de bordel sans nom, qui représente très bien le bordel sans nom qu'il y a en fait finalement dans le comics. Et tu as ce mec qui a l'air finalement presque aussi paumé que toi, parce que les gens, ils connaissent à peu près leur niveau et leur boutique dans le centre commercial, mais tout le reste, c'est complètement fou. Et ce centre commercial est un monde, et plus tu avances dans les issues, plus tu découvres des étages, des nouveaux lieux, des nouveaux cultes. Et c'est vraiment fascinant. Alors j'ai beaucoup aimé, hein. On dirait pas forcément, mais j'ai beaucoup aimé parce que le côté tribal, le côté dénonciation de la consommation, ça a rappelé un petit peu le film The Warrior avec des gens qui se battent aussi pour des quartiers. Donc c'est vraiment très cool, et d'où ma frustration de cette 5e issue qui est introuvable. C'est que j'aurais bien aimé avoir la conclusion puisque ça se finit à la 5e. Et quand tu démarres la première issue, tu t'attends pas à ce que ça va être quand tu arrives à la 3e. Ça a vraiment plus rien à voir, et c'est justement hyper intéressant pour ça. Et puis c'est post-apo, donc j'aime beaucoup le post-apo. Et en ce moment, voir des gens confinés dans des centres commerciaux, tu vois, ça passe plutôt très bien. C'est un peu la thématique de la soirée d'ailleurs, le post-apo. C'est un peu, ouais. Ouais, excellent. Sam, puisque tu as le micro. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai été très dérouté. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Je me suis bien laissé plonger dans ce centre commercial. Déjà graphiquement, moi je trouve que ça claque pas mal. C'est effectivement assez détonnant. J'arrive pas à retrouver quel genre de dessinateur dessine comme ça.
peut-être un petit peu Jason Latour sur du Thousand Bastard ou quelque chose comme ça, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce type de trait. Je trouve ça très graphique, très beau, très dynamique. Ça fonctionne bien, les couleurs sont très classe, ça marche très bien, tu te laisses plonger dedans. Et l'univers de ce centre commercial est assez dingue. Tu te laisses facilement prendre par l'histoire de ce pauvre innocent qui cherche à prouver qu'il est innocent et en même temps à comprendre un peu la vérité, et puis en même temps toutes ces histoires d'espèces de gangs, de mini-mafia du centre commercial. C'est assez fun. Et en même temps, j'ai pas trop su où est-ce qu'on allait. J'attends de lire la suite, j'ai lu que les 3 premières pour le moment. J'ai juste cette interrogation là en fait. Où est-ce qu'on va vraiment avec ce comics? Au-delà de ça, c'est assez fun, c'est sympa, c'est vraiment frais, rafraîchissant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et toi, Zef, t'en as pensé quoi? Je sais pas trop en fait. Pour le dessin, je réponds un peu. Enfin, je donne mon avis et en fait, en même temps que je dis ça, je regarde sur le net, donc je me trompe peut-être. Moi, je retrouvais. Enfin, je trouve que le dessin il claque pas mal. En vrai, j'ai beaucoup accroché à ça. Je trouve que l'action elle est assez bonne. Après, effectivement, il y a quelques visages qui sont un peu dégueux par moment, mais je trouve que ça va dans le style parce que le style est un peu dégueu en soi. En fait, c'est très crayonné, t'as l'impression que c'est très brouillon de temps en temps et ça marche un peu. Et j'avais l'impression de voir un peu du Wesley Craig dans Deadly Class, mais en fait, je suis en train de regarder et c'est plus le type d'action que tu retrouves, mais c'est pas vraiment le même trait ou le même dessin ou la colorisation. En tout cas, elle est un peu dans le même style. Donc ça fait penser un peu à ça, mais en moins bien, vraiment moins bien. Pour le reste, quand j'ai fini la première issue, je me suis dit que ça allait être une souffrance de continuer en termes d'histoire, parce que je crois que dans la première issue, t'as tellement de personnages. Ça m'a gonflé. Il y a plein de clans, plein de chefs de clans. C'est impossible à comprendre. En fait, il manque une espèce de carte. Je pense que pour la première, il faudrait une carte avec genre les gens placés dans le centre commercial. Parce que là, en fait, tu vois les gangs passer et tu fais en fait, je pars du principe que si un auteur prend le temps de te présenter un gang ou un chef de gang, tu dis qu'il va avoir une importance pour la suite. Et là, c'est même pas le cas, putain. Et du coup, on se retrouve avec trop de trucs à la fin du premier pour arriver dans la suite à rien en fait, parce qu'ils servent à que dalle ces gens-là. Et franchement, t'as l'impression que le mec il a voulu montrer que c'était gigantesque et tout ça, donc tu comprends, mais c'est imbuvable à la fin pour pas grand-chose. La suite, j'ai kiffax quand j'ai vu le ninja arriver, je me suis dit ok, ça tue forcément. Et en vrai, la troisième issue, j'ai vraiment accroché. En fait, j'ai vraiment enchaîné à partir de la 2 quoi. Et j'ai lu la 4, je crois qu'elle est sortie aussi, il me semble. Ouais. Il n'y a que la 5 qui est mystérieuse. Et du coup, j'étais assez content. Alors, l'histoire en elle-même, elle casse pas vraiment des briques et je trouve que le côté post-apo dans le mall, c'est pas plus intéressant que ça. Enfin, je trouve que le fait qu'ils soient tous enfermés là-dedans, ça change vraiment que dalle en fait. Et si tu veux, ils montrent pas que les magasins sont importants, tout ce qu'on peut trouver dans un mall est important. Là, c'est juste des gangs en fait qui se battent dans une ville et c'est exactement. Tu vois, genre le centre commercial. Ça pourrait être des quartiers d'une ville, en fait, exactement. Exactement. Et vraiment, le mall, là, pour le coup, il a aucun intérêt, mais alors vraiment que dalle. Alors en plus, ils sont attaqués en justice et qu'ils ne peuvent pas sortir le reste pour ça. C'est vraiment con pour eux. Hein. Vraiment, j'ai mal au cœur. Mais sans ça, je trouve l'histoire assez cool. Ça part en couille, c'est sympa. Il y a des petits délires de clans et de credo qui sont assez marrants. Et après, bon, le fond de l'histoire casse pas 3 pattes à un canard. Mais ça vaut son petit pesant de cacahuètes à lire au coin du feu en hiver quoi. Et ça serait mieux si on avait la fin. Voilà. T'attends de l'issue. Je vous tiens au courant si j'arrive à la choper. Bah ouais. Clairement, je suis chaud. Du coup, l'issue 5, c'est la dernière? Oui, exactement. Ouais, ça vaut le coup d'aller au bout quoi. Pour résumer, Maul est un comics d'aventure post-apocalyptique où des bandes rivales s'affrontent dans un centre commercial. Au dessin aléatoire mais sympathique, publié chez Volt Comics en 5 issues, mais bon, surtout 4 pour l'instant, et écrit par Gary Doberman et Michael Lorecki, c'est ça? Oui. Illustré par Zach Hartung. Merci, Livray.
On termine cette première partie de l'émission consacrée aux reviews par le choix de lecture de Zéphiriel, un comics Star Wars, donc Marvel, intitulé The Rise of Kylo Ren. Hey, il fallait bien finir un truc par un truc cool. C'est pas Darth Maul du coup? Alors, effectivement, tu m'as volé ma blague parce que quand je me suis dit, ok, on va faire une petite série Star Wars, ce serait marrant et tout. Non, effectivement, cependant, je vous conseille très largement et très, très, très fort la saison 7 de Clone Wars qui traite de Darth Maul et qui est sûrement une vraie tuerie et qui fait un truc qui se fait de mieux en ce moment sur Star Wars, je pense. Et si vous aimez les personnages secondaires qui prennent de l'importance et tout l'arc de Darth Maul est complètement ouf, donc vraiment jetez-vous dessus. Dans un centre commercial Oui, absolument. Il y a pas de lumière. Ça s'appelle la Galaxy Star Wars. Et donc, je vais vous parler de The Rise of Kylo Ren. Alors, je m'excuse un tout petit peu auprès de mes petits camarades parce que en vrai, si on sait qui a écrit ça, faut s'excuser tout de suite parce que c'est Charles Soule. Charles Soule, je vous rappelle qu'il a écrit Death of X, Inhuman vs X-Men. Il s'est aussi entiché de beaucoup de Star Wars avec Lando, avec Poe Dameron, qui sont vraiment pas terribles du tout. Et surtout, il a craché très fort sur Darth Vader en faisant 4 volumes dessus. Et vraiment, il a gâché un petit peu le personnage. Donc, je m'excuse vraiment fort. Cependant, j'étais assez excité par lire un truc sur Kylo Ren et surtout sur les Chevaliers de Ren parce que grosso modo, ça traite beaucoup d'eux aussi. Et voilà, donc on ouvre la première issue sur un bonhomme qui pète un peu sa mère tout de suite en termes de charisme, qui a la peau complètement cramée, qui a un casque qui n'est pas sans rappeler celui de Kylo Ren, qui a à moitié à poil, donc sur une planète glaciaire, et il y a juste marqué mon nom et Ren, et ça pète déjà pas mal en vrai. Et en fait, quand on voit l'étendue de ce qui se passe autour de lui, on voit en fait une grande bataille qui est en train de se mener. On reconnaît rapidement les Chevaliers de Ren si on a vu le Star Wars 9. Et au-delà de ça, en fait, il y a toute une bataille. Et lui, il est en train de parler en fait à 2 personnes, en train de dire voilà, on est en train de chercher un mec super spécial pour rejoindre nos rangs. On a entendu dire que tu avais tué pas mal de monde, que tu pouvais voir ou jouer avec. Je crois qu'il appelle ça le sombre ou the Shadow, un truc comme ça. Ouais, The Shadow. Et en fait, le gars lui dit, il parle à 2 frères et un des frères lui dit oui, c'est vrai. Et il dit ok, bah en fait, il faut que si tu veux rejoindre nos rangs et que je te sauve la vie, il faut que tu me prouves que t'es un vrai tueur et que tu butes ton frère. Et l'autre frère se dit bah non, ça va pas se passer comme ça, donc il bute le premier. Et évidemment, c'est pas lui pour lui recruter, donc il meurt derrière. Donc c'est un peu con. Et derrière ça, en fait, on voit, en fait, c'est une scène d'exposition qui sert un peu à montrer que les Chevaliers de Ren, voilà, c'est des gros méchants qui savent ce qu'ils veulent et qui reculent devant rien pour ça. Et après ça, en fait, on retourne à l'état de Ben Solo, quand il est encore Ben Solo, au moment où le temple Jedi a cramé, où Luke Skywalker a fait son office, et là des Padawan, même si j'ai du mal à dire le mot, des Padawan Jedi reviennent, ils voient que Ben Solo est au cœur de ce problème, ils essaient de se battre, ils perdent et ainsi de suite. Et en fait, tout le reste va se retracer en fait en forme d'odyssée pour Ben Solo et raconter comment ça va se passer. En fait, comment il va devenir Kylo Ren, comment il va rencontrer Snoke, comment il va essayer de rencontrer ces Chevaliers de Ren. Et en fait, on va avoir droit à certains flashbacks aux côtés de Luke Skywalker. On va avoir droit à des petits des petites jokes entre guillemets sur ce qui s'est passé sur certains films, et on va comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça sans vraiment spoiler. Voilà, c'est une histoire en 4 issues, donc je vais pas aller plus loin que ça en termes d'histoire pour raconter ce qui s'est passé, parce que ça va très très vite, mine de rien. L'histoire est terrible en vrai, elle est pas faux folle. Il y a juste 2 choses que moi j'ai trouvé super intéressantes, parce que j'ai fini les 4 issues. Un, c'est effectivement comprendre un petit peu d'où viennent ces Chevaliers de Ren et ce qu'ils sont vraiment. Bon, ça vole pas très haut, mais en vrai, ça leur donne un petit peu plus de profondeur par rapport à ce qu'on peut voir dans les films, et ça, c'est plutôt sympa. Et 2, je trouve si on aime le personnage de Kylo Ren et de Ben Solo, ce
qui est un peu mon cas aujourd'hui, malgré les 2 premiers films très mauvais. Le 9, je trouve, m'a fait apprécier le personnage. Et en vrai, on retrouve un peu ce côté de Kylo Ren qui est hésitant en permanence. En fait, la personne qui sait qu'elle a un héritage assez sombre et qui veut l'assumer, mais qui n'arrive pas vraiment à le faire parce que voilà, il a un côté un peu bon en lui et tout ça. Et je trouve que Charles Soule arrive un peu à jouer sur ce code-là, en fait. Le côté, j'arrive à assumer le côté méchant, mais pas totalement. Et en fait, il y a plein de petites choses qui se passent autour de moi qui font que, en fait, je tue des gens sans le vouloir, ou des gens meurent alors que j'ai rien à voir dans l'histoire, mais je m'approprie leur mort pour pouvoir montrer que je suis quand même méchant. Et en fait, j'aime bien ce côté un peu opportuniste qu'il a. Et bon, moi, j'ai apprécié ça pour ça. Alors je réponds au chat en même temps, je suis désolé, non, les 2 premiers films sont pas mauvais, juste le 7 qui est vraiment pourri, le 8 est vraiment très bien, et le 9 est un peu moins bien, mais il a ce côté au moins de faire apprécier Kylo Ren, je trouve. Voilà, et voilà, niveau dessin, ça casse pas des briques, mais ça reste correct. Les combats au sabre laser sont pas foufou, ça manque un peu de dynamisme, je trouve. Les visages qu'on connaît, c'est-à-dire ceux par Camille et ceux de Ben Driver. Merci Adam Driver, j'ai oublié son nom. Je trouve qu'on les reconnaît plutôt bien et je trouve que ça leur donne un style assez cool en vrai. Enfin, il y a des petites émotions qui passent assez bien sur son visage à lui en tout cas, et moi ça m'a donné un peu le kiff. Et voilà. Après, il y a plein de petits trucs que je déteste vraiment dans cet issue, comme la création des sabres laser rouges, des trucs comme ça. J'ai envie de vomir sur Charles Soule quand il crée ce genre de choses. Mais bon, voilà, faut l'accepter ce genre de choses. Des choses bonnes vont en découler, j'y crois à mort. Comme la prélogie de la merde, mais il y a des choses bonnes qui en découlent maintenant, donc voilà. Alors, avant de passer la parole à Sam et Nivrae, une question me brûle les lèvres et je ne peux pas attendre. Est-ce qu'on y voit Adam Driver torse nu? Écoute, ça m'a pas marqué, donc je pense que oui, mais je suis bon. Il me semble pas en fait. Ah là là. Dans la 4e issue, si. Mais il me semble qu'à un moment, je suis plus sûr du tout, mais il me semble qu'à un moment, ouais. Ou en tout cas, on laisse apercevoir son thorax un petit peu. Cette chose un peu trop ouverte. Par contre, à un moment, on le voit en costume un peu de contrebandier, un peu dark à la Han Solo. À la Han Solo. Oh là là, ça, franchement, je t'avoue que je me suis un peu pignolé dessus quand je l'ai vu, quoi. J'ai eu les zizi durs pendant un moment, quoi. Très bien. Nivrae, t'en as pensé quoi? Bon, j'aime pas les mêmes films Star Wars que Zef, mais c'est pas grave puisque j'aime aussi énormément Ben Solo. Et du coup, j'étais très contente qu'on me pousse enfin à le lire, parce qu'en fait, j'avais lu la première issue quand elle était sortie, mais j'avais pas eu le temps d'y retourner, en fait, pas du tout. Et donc là, j'en ai profité, je me suis fait les 4. Je suis contente d'avoir cette histoire, vraiment contente, parce que comme le disait Zef, les Chevaliers de Rennes, c'est sympa dans le film, en fait, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où ça vient. Rennes, mais qui est ce mec, c'est quoi cette histoire? Et là, du coup, on a un peu plus d'informations. Alors, c'est pas non plus très poussé, ça reste un peu limité, mais au moins on sait un petit peu plus l'origine de ce groupe, d'où ça vient, qui est Rennes. Enfin, on a des infos, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Après, j'ai toujours énormément de mal avec les comics où les illustrateurs dessinent des gens qui sont censés exister. Donc là, certaines fois, le visage de Kylo Ren, donc vraiment celui de l'acteur, des fois c'est un peu, c'est cracra, il y a des problèmes de dimension, il est un peu difforme, bizarre, et c'est très dur quand tu connais l'acteur en fait, puisque tu sais à quoi il est censé ressembler dans cette situation-là, et ça va pas du tout. Donc c'est toujours un peu choquant. Je préférais à la limite qu'il s'éloigne un peu plus de l'acteur et qu'il crée un personnage peut-être moins détaillé ou plus banal, tu vois, de visage, pour éviter en fait ce genre de choses. Mais sinon, ouais, j'ai beaucoup apprécié ça. J'aurais aimé un petit peu plus de détails sur sa rencontre avec Snoke, sa relation. Parce qu'elle est évoquée dedans, mais en fait, il manque un peu de passé là-dessus. Alors, je sais pas s'il y a des comics qui en traitent à côté, mais je trouvais qu'il me manquait peut-être un petit morceau dessus. Non, il y a rien qui en traite et c'est un peu dommage. T'as juste cette connexion qui existe depuis un moment. Ils se parlent de façon un peu télépathique, ce qui est un peu exagéré, mais il n'y a aucune origine, quoi. Ouais. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un bon bonus si t'as vu la dernière trilogie. Si t'as bien aimé vraiment le personnage de Ben Solo ou de Kylo, parce que t'es content en fait de le retrouver, t'es content d'en savoir plus. Tu vas pas le détester plus ou l'aimer plus après ça, mais ça va
raconter un petit peu plus en tout cas que ce que tu as vu dans les films sur son passé. Donc pour ça, ouais, ça vaut le coup. Après, les dessins, parfois, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça, tu peux vite passer outre. Tu essayes d'oublier que c'est le visage de l'acteur et ça passe. Sam, est-ce que tu y as trouvé ton compte? Eh ben, je vais pas dire beaucoup plus de choses que mes petits Ton camarades. compte Doku. Je fais des blagues Star Wars. Je connais un petit peu. Oui, elle est bien. Personnage, mais oui. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça, en fait, par rapport à Star Wars, du coup, par rapport à la dernière trilogie. Nivrae disait tout à l'heure, les Chevaliers de Rennes, c'est sympa dans le film, mais il manque des choses. En fait, non, c'est juste du teasing dans le film. C'est vraiment, il manque quelque chose. Ouais. Ils sont absents et ça fait vraiment du bien d'avoir un peu plus de choses, même si c'est encore pas assez, je trouve. Mais ça fait du bien d'avoir un peu plus de choses sur eux. Pareil, ça fait du bien d'avoir une évolution de Ben Solo en Kylo Ren. Plus approfondi que juste les petits flashbacks qu'on a dans l'épisode 8 et du coup j'ai trouvé ça assez chouette dans l'ensemble. Après il y a pas mal de choses comme disait Zef qui sont un petit peu à côté de la plaque, qui sont pas spécialement intéressantes, voire un petit peu foireuses. Je crois d'ailleurs Ben que le coup des diamants rouges ça vient déjà d'un autre comics de Vador qui avait fait la même chose. Ouais, et en fait, c'est pourri à tuer, parce qu'en vrai, c'est déjà plus la même histoire qu'il a lui-même créée dans Vador. Dans Vador, il disait qu'il fallait tuer un Jedi avec son propre sabre pour qu'il se concentre de sa haine et de machin, et qu'il devient rouge. C'est pourrave déjà de base, mais là, en plus, c'est autre chose. Tu vois, il a encore créé un autre truc. Ouais. Faut arrêter, c'est juste un Kyber cristal rouge, et puis basta, quoi. On s'en va les couilles. Putain. Ouais. Mais dans l'ensemble, ouais, ça fait du bien d'avoir ce background. Il est pas mal du tout. Il manque des choses, je trouve, parce qu'en effet, comme disait Nivrae, il manque un peu plus d'histoire entre lui et Snoke. D'ailleurs, il y a toute la partie Snoke en béret là dans sa serre qui est un peu chelou. Il est physiquement bizarre aussi. Enfin, pour moi, il est physiquement, mais en plus, ils ont empiré le truc avec sa tenue, enfin son chapeau là, surtout. Ouais. Chelou. Ouais, c'est un peu le mec qui est dans sa serre en train de jardiner, quoi. C'est très bien. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le côté. Ils ont essayé d'en faire un faux gentil pour attirer en fait dans le côté obscur, en fait, à la manière de Palpatine, et ça marche pas du tout en fait. Bah non, le gros câlin à Ben Solo, c'est un peu fort. Mais ça marche. Le seul truc qui marche, c'est ce côté. Si tu acceptes ce genre de scène en disant que Snoke a été gentil avec lui et vraiment l'a accepté comme un fils, et que l'autre l'a accepté, en fait, le côté ce qui se passe dans le 8 et ce rejet monstrueux en fait prend complètement sens, en fait, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est tu vois, c'est ce genre de petit truc. Tu dis ok, j'accepte cette scène qui est pourrave, mais je l'accepte pour ce qu'elle apporte, et parce que ça donne un sens énorme en fait sur le film, et c'est ce que j'adore dans les comics médias comme ça, en fait. Ouais, du coup dans l'ensemble, moi il m'a vraiment fait plaisir ce comics, et visuellement je le trouve pas moche du tout. Au niveau des couleurs, ça fonctionne, c'est pas dingue, mais ça fonctionne, et je trouve qu'ils ont fait un bon boulot sur le design de Luke notamment. Je trouve assez chouette. Voilà, et puis non, ça fait toujours plaisir de retrouver des petits univers, des petits lieux, des temples Jedi, des quêtes un petit peu annexes, quoi. Ça fait sympa, ça rappelle d'autres médias auxquels on a pu jouer sur des jeux vidéo comme Battlefront ou là je suis en train de jouer au Fallen Order. Il est tellement bien. Bien sûr. Tu parlais de Darth Maul tout à l'heure et de Clone Wars. Là, le moment sur Dathomir, c'est tellement chouette. Bien sûr. Mais tu vois, pareil, ça prend. Enfin, c'est ça. C'est cool, c'est que ça prend sens aussi sur Dathomir, en fait, ce qui s'y passe et le reste. Bref. Donc voilà. Non, pour moi, c'est vraiment ça apporte quelque chose en plus au film, hein, quelque chose qui manquait dans cette espèce de trilogie rush là qui manquait de cohésion dans son ensemble. Ça aide un petit peu. Voilà. Ouais, carrément. Ouais. Et si vous voulez lire du Star Wars en ce moment, il y a vraiment des trucs. Enfin, la nouvelle série Star Wars est en cours, est plutôt pas mal. L'ancienne Star Wars officielle était vraiment cool aussi. Il y a eu il y a des passages très mauvais, mais il y a des passages qui sont vraiment cool. Je crois qu'il y a un truc sur la citadelle hurlante ou un truc comme ça qui est vraiment excellent. Et lisez les trucs qui se passent sur les chasseurs de primes en ce moment aussi, ou sur les chasses à Dark Vador et tout. Il y a des trucs qui sont
cool en vrai. Tout n'est pas bon à prendre, mais pareil dans tout ce petit lore, si on aime vraiment Star Wars, il y a toujours des petites touches qui sont vraiment sympas et qui valent complètement le coup d'être prises. C'est assez cool. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas lu du Star Wars en comics et ouais, je suis chaud pour repartir. Surtout là, tu vois, ça me donne envie d'y retourner. Carrément. Et non, Dr. Aphra, la nouvelle série est vraiment nulle, donc lisez pas. L'ancienne est cool. J'avais plus compris Dr. Aphra. Le début, c'était dans quoi ? C'était dans Vador, là, qu'elle a été. Exactement, c'est la suite de Vador qui avait été écrit par Galen Caron de mémoire. Et est-ce que je prononce bien son nom, j'ai un doute. Et après, elle a eu sa série parallèle toute seule qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent. C'est un des meilleurs trucs qui a écrit sur Star Wars, je pense, en comics. Et ça tue vraiment fort. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à le changer. Je sais plus qui a repris le run et c'est devenu très pas très bon. Voilà. Ouais. C'était The Rise of Kylo Ren, une mini-série en 4 issues qui a globalement remporté l'adhésion de nos chroniqueurs. C'est un bon complément à la prélogie et c'est très intéressant, notamment si on veut en savoir davantage sur les Chevaliers de Ren. C'est écrit par Charles Soule et illustré par Will Slaney. Le TPB, j'ai vu, sort en novembre 2020. Et est-ce qu'on a une date pour la sortie VF qui se fera certainement chez Panini, c'est ça ? Aucune. Non, chez Delcourt, non ? C'est Delcourt, il me semble. Star Wars, il me semble que c'est Delcourt. Ouais. Merde. Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de date annoncée. Il n'y a pas de date annoncée. Mais il y en aura, enfin, un truc comme ça va sortir. Ok. Eh bien, merci pour ces reviews qui vont fournir aux gens qui nous écoutent des idées pour regarnir leur pile à lire s'ils en avaient besoin. Avant de passer au focus, c'est un grand honneur pour moi de faire vivre une tradition initiée par Eric il y a de cela 42 épisodes et qui consiste à rendre hommage à la truculence toponymique des départements de notre belle France. Pour ce numéro 143, nous vous invitons à arpenter la Haute-Loire où, assurément, les habitants altiligériens et altiligériennes sont tous des petits rongeurs chauds du cul qui n'ont pas de trouble du sommeil. Ça doit s'emballer sec et faire des gros dodos à la Séauve sur Sémène, au Pyjama en Velay, à Orectum-sur-Loire, à Bèze-en-Basset, à Léjac, à Estaly, à Chaudérolles, à Vergezac, à Cubel et Saint-Tréget. Est-ce que certains de ces noms de communes ont été pimpés ? Peut-être. En tout cas, où que vous soyez, nous espérons que vous pourrez ou avez peut-être déjà pu retrouver en toute sécurité le chemin de vos librairies favorites, comme par exemple Interlude au Puy-en-Velay. Si l'équipage est paré pour le saut interdimensionnel, auditeurs, auditrices, je vous retrouve tout de suite pour le focus, juste après le jingle. Donc dans le focus, les chroniqueurs prennent le temps de parler plus en détail d'une série de comics, d'un auteur ou quelquefois d'une collection au sein d'une maison d'édition. Dans cet épisode, Sam, Zeph et Nivrae vous donnent les clés de Tank Girl. Qui est-ce qui s'attaque à la présentation ? Allez, vas-y. Je suis chaud. Ah oui, Ok. Comment c'est pour toi Go ! Alors, Tank Girl, qu'est-ce que c'est ? Tank Girl, c'est un comics qui a été créé par Alan Martin à l'écriture et Jamie Hewlett au dessin. Et Jamie Hewlett, vous le connaissez forcément, au moins pour ça. Ah, Ouais. Eh oui, il est le cofondateur avec Damon Albarn du groupe virtuel Gorillaz. Donc Damon Albarn s'occupait de toute la partie musicale avec tout un tas d'autres musiciens, chanteurs, groupes. Pendant que Jamie s'occupait de tout ce qui était visuel, graphisme, dessin animé, etc. Mais revenons-en plutôt à Tank Girl. Donc Tank Girl en 1986, alors qu'ils sont à l'université, donc Alan Martin et Jamie Hewlett, ils créent avec un groupe d'étudiants des Beaux-Arts, ils sont nommés l'Escadron 633, le fanzine Atom Tam, qui est le titre d'une chanson de The Clash, dans lequel ils publient les premières histoires de Tank Girl.
En gros, l'histoire, c'est que Jamie dessinait une petite pin-up avec des armes et tout ça. Et un de ses potes en graphisme faisait des recherches pour le design d'un casque. Et il cherchait des il cherchait des références dans les casques allemands et notamment les casques de tank. Et puis il a eu cette photo de tank qui passait sous ses yeux. Il s'est dit oh bah cool, je vais la plaquer derrière mon dessin et de là est né Tank Girl. Voilà, tout simplement. À la sortie de l'université en 1988, Brett Ewins, qui est un grand créatif de 2000 AD, a été attiré par la publication du fanzine et du coup invite les deux auteurs à intégrer Tank Girl à leur nouveau magazine, donc qui sort là juste, c'est Deadline, qui mélange du coup du comic strip britannique, des articles musicaux et culturels. Tank Girl continuera d'y être publié jusqu'à la fin du magazine, c'est-à-dire en 1995. C'est aussi 1995 la date à laquelle sort l'adaptation en film de Tank Girl. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant à noter, c'est que suite au film, il semblerait que Alan Martin a erré pendant un certain temps dans des petits villages avec des amis hippies à la recherche de cercles de pierre et de sites anciens avant de s'installer avec sa petite famille. Voilà. En 2008, Martin publie chez Titan Books un roman de Tank Girl. Et puis tout un tas d'autres titres. Il y a eu pas mal d'auteurs qui se sont passés sur les titres. Je les ai pas tous notés. On va revenir dessus après. Et en gros, Tank Girl, ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'une jeune ado, Rebecca Buck, qui, dans une Australie post-apocalyptique, conduit un tank pour l'armée et se fait virer suite à une petite mission foirée. En gros, le président de l'Australie est un vieux bonhomme de 92 ans. Il doit se faire livrer des anus artificiels, tout simplement. Et elle foire sa mission. Du coup, le président se chie dessus. Elle est virée de l'armée et elle se barre avec le tank. Ce qui fait qu'elle a en permanence l'armée à ses trousses, mais également, qu'est-ce qu'il y a dans Tank Girl ? T'as de la mafia qui règne en maître sur des régions désertiques, t'as des curés punks, des aborigènes cinglés, des kangourous mutés, etc. Et elle est entourée de toute une petite équipe, à savoir son petit ami Bouga, un kangourou muté, mi-homme, mi-kangourou, qu'elle flingue quasiment à sa première rencontre après l'avoir emballé. Et c'est deux. Ah bah, c'est son petit chéri. Ça s'emballe. Ça s'emballe grave. Ok. Ah ouais, Lulu, tu vas adorer. C'est du sexe, c'est de la violence, c'est du what the fuck à tout va. Elle a deux super amis, Jet Girl et Sub Girl, qui possèdent respectivement un jet de combat super sophistiqué et un sous-marin de la même trempe. Et tout un tas d'autres personnages, tout aussi loufoques et farfelus, vont enrichir ce petit univers, dont notamment Barney, qui a une place toute particulière dans cette petite équipe, parce que c'est la folle de service, sortie de HP, etc. Voilà, en gros, pour résumer l'histoire de Tank Girl, du coup, t'as tout qui est paru sous forme d'anthologie au label 619 chez Ankama. Ils ont tout réédité dans l'ordre de parution et tu pars du coup depuis le début, c'est-à-dire que tu découvres un peu comment Jamie dessinait le Tank Girl quand il était étudiant. Et c'est assez frappant en fait de voir déjà la maturité graphique de cet auteur, quoi, qui est vraiment assez ouf. C'est très graphique déjà, c'est très beau, c'est très soigné, c'est léché, c'est bourré de détails, plein de détails à la con partout, la pop culture. Tu en vois là, chaque petit coin de case, t'as une petite connerie qui te réfère à d'autres choses. Donc c'est beau, c'est graphique, c'est classe, quoi. Tank Girl, c'est quoi ? C'est avant tout des influences punk dans les fin des années 80. C'est Thatcher qui est au pouvoir en Angleterre et du coup le punk bat son plein. Tank Girl, du coup, autant dans son look que dans son esprit, crête iroquoise, les épingles à nourrice, la batte de baseball, l'esprit rebelle, etc. Et en même temps, c'est
c'est un personnage qui est bourré de qualité, c'est-à-dire elle pourrait paraître con comme ça, mais elle est beaucoup plus évoluée. Elle fait que des conneries, mais il y a vraiment un esprit rebelle derrière ce personnage, une vraie volonté de déjà en avoir rien à faire de ce qui se passe autour d'elle et de pas avoir à foutre quoi que ce soit des conséquences, et en même temps d'être très réfléchie et très consciente de son être et de sa vie vraiment dans la mouvance dans laquelle devaient être Alan Martin et Jamie Elwet à cette époque-là, c'est-à-dire un esprit très rebelle et très en contradiction avec les gouvernements et la politique de cette époque-là. Avec Thatcher et tout ça, ouais. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, il faut savoir aussi que Tank Girl est très vite devenue une icône lesbienne, en contradiction tout à fait avec Thatcher qui, par un décret, stipule l'interdiction à toute référence à l'homosexualité, quelle qu'elle soit. Et du coup, ils ont décidé très rapidement de mettre des scènes érotiques homosexuelles dans Tank Girl, ce qui lui a valu de très vite être une icône pour toute la communauté lesbienne. Voilà, avant de parler du coup des 3 titres dont vous voulez vous parler tout particulièrement ce soir, je ne sais pas si mes petits camarades ont des choses à rajouter. Oui, alors Tank Girl, c'est fou parce que ça fait des années que je connais, ça fait des années que j'en entends parler. J'ai même demandé à ce qu'on m'offre l'artbook de Jamie Hewlett et je l'ai. Et j'en avais jamais lu. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je savais pas par où commencer, peut-être que ça me faisait peur parce que j'avais l'impression d'en voir partout et que c'était un truc, pas accessible comme ça. Et donc du coup, j'avais jamais tenté. Et j'étais contente que tu le proposes parce que du coup, d'une, j'ai découvert qu'il y avait un film, on en parlera après. De deux, je me suis du coup enfilé la trilogie dont on va sûrement parler après. Et de trois, j'ai acheté tout le reste. Voilà. Non, c'est génial. En fait, je connaissais pas je connaissais le personnage sur le principe, mais j'en avais jamais lu. Et c'est un personnage qui est hyper intéressant de par l'époque à laquelle il est sorti. C'était quand même un personnage qui n'avait rien à voir avec tout le reste qui sortait. Déjà, c'était un comics avec une héroïne féminine qui n'était pas juste accompagnée d'hommes pour l'aider. C'est tout le contraire. C'est même des boulets. C'est punk qui ressemble à rien de ce dont on avait l'habitude à l'époque. Enfin, c'est vraiment incroyable. C'est un humour, alors qui des fois vole pas très haut, mais qui est quand même assez excellent. Et franchement, je suis très heureuse d'enfin avoir franchi le pas pour lire ça et découvrir ça pareil en film. Pour moi, j'étais très content en fait que ça me propose ça parce que j'ai des souvenirs très lointains de Tank Girl au tout début, que je découvrais ça quand j'étais gamin. Et en vrai, je pense qu'un peu comme Nivrae, j'avais une image du truc qui était complètement fausse. Et quand j'ai replongé dedans aujourd'hui, il y a quelques jours, je me suis dit, mais putain, je me souvenais pas que c'était aussi violent, en fait. Aussi secte, aussi délirant. Et en fait, j'avais pas du tout. Enfin, je me souvenais. Alors, je pense que j'avais pas dû lire. Pas avoir eu l'esprit autant ouvert à l'époque pour comprendre les doubles sens qu'il peut y avoir. Et parfois, il y a juste pas double sens, c'est juste très violent. Et en fait, j'ai pris un plaisir, mais monstrueux, à bouffer ces pages. Et en fait, j'étais frustré en fait de la voir qu'en numérique. Vraiment, je comprends Nivrae qui dit qu'elle veut avoir le physique parce que franchement, c'est frustrant. Putain, je te jalouse de ouf en fait. C'est beau, c'est visuellement ça claque de ouf. Et ouais, en fait, c'est plus profond que la simple bêtise qu'on peut lire dans les 4 bulles, quoi. Et franchement, ouais, ça bute, ça touche à des points de la société qui sont assez violents. Tu peux, hors contexte, en fait, même aujourd'hui, il y a plein de choses en fait qui se rapportent encore à la société aujourd'hui. Et puis putain, et tu mets des quasi nazis en face, ça marche toujours aussi bien, quoi. Je veux dire, tout est bien pensé, ça prend. Je sais pas, en fait, je comprends pas que ce truc soit pas aussi plus connu qu'aujourd'hui. Enfin, je sais pas, ça mérite en fait vraiment énormément de choses. En fait, ça mérite d'être connu. Et pareil, que j'ai découvert le film, que je me suis maté, je sais plus, lundi soir ou dimanche soir, je confonds avec mon jeu de rôle. Et franchement, mais j'ai pris un plaisir monstre, tu vois. Et on en parlera après. Mais du coup, tout de suite après, en fait, j'ai recommencé à lire le truc et voilà, ça tue en fait. Et toi qui aimes tout particulièrement Harley Quinn,
Ah oui, je me l'ai posé la question, ouais. C'est ultra calqué, quoi. Je veux dire, c'est génial. En fait, c'est ouf parce que c'est sorti à quelle date, tu disais? Les premières planches qu'ils ont sorties, c'était en 86 lorsqu'ils ont lancé leur fanzine. Et ensuite, en 88, ça a commencé à apparaître et c'est ouf. Dans Deadline. Et en 91, c'est arrivé chez Vertigo. Mais oui, non, mais c'est complètement ouf, en fait. Et en vrai, je suis vraiment fier, tu vois, fier, bon, pas moi directement, mais je suis fier de me dire que ce personnage a inspiré clairement Harley Quinn, quoi. Parce que c'est en tout cas une version qu'il peut y avoir aujourd'hui, parce que clairement il y a un côté femme violente, femme forte, qui s'en fout de tout, qui assume complètement son état. Je sais pas, c'est quand même dingue, quoi. Et vraiment c'est complètement le genre de personnage que je kiffe, qui est déjanté, qui assume complètement les choses, qui s'en fout des conséquences, qui va à fond et qui vit à fond, en fait, et c'est génial. C'est toujours la même personne au dessin ou... Non, il y a pas mal de dessinateurs. Là, les 3 titres du coup qu'on a lus, qui sont assez récents, je sais plus. Je sais que chez Ankama, ils sont sortis entre 98 et 99. C'est une trilogie qui est dessinée par Brett Parson. Et graphiquement, c'est très très classe aussi. Et d'ailleurs, je trouve qu'il fait pas mal référence au style de Jamie Hewlett. Je pense que c'est voulu. Et ça marche très bien. Et je sais pas, est-ce que l'un de vous veut présenter les 3 comics qu'on a lus ce soir, pour ce soir? Vas-y, Niveré, tu les reçois demain, tu peux en parler. Du coup, 3 comics, il y a Two Girls, One Tank. Aucune référence, bien sûr. Il y a Tangirl Gold, avec un beau lingot d'or, et World War Tangirl. Donc c'est une trilogie. Tu commences pas par le 3e ou par le 2e. C'est quand même mieux de démarrer par le premier. Ouais. Le premier, du coup, si jamais t'as pas lu de Tangirl, c'est pas grave, ça passe très bien. On découvre Tangirl, donc en Australie, qui vit avec son mec, une sorte d'hybride. J'ai perdu le nom. Kangourou. Kangourou, mi-humain, mi-kangourou, on sait pas trop, c'est un petit peu une sorte d'être étrange. Et malheureusement, ce kangourou, lors d'une petite soirée, il a joué le tank de Tangirl et il a perdu. Et au réveil, Tangirl se rend compte qu'elle a plus son tank. Mais son tank a été récupéré par une vieille amie de Tangirl qui avait complètement oublié qui elle était. Et du coup, c'est série d'aventures à coups de combats tank versus voiture de police, de délire complet, d'humour, comme dans les précédents. Hein, ça vole pas haut, mais en vrai, ça va très bien. Et ça s'enchaîne sur le 2, le 3, à base d'argent nazi volé, à base de téléportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Meilleur passage. C'est... En racontant comme ça, tu te dis mais ça n'a aucun sens, c'est quoi ce délire? Mais en fait, ça marche tellement bien. Parce que t'as cet humour tout le temps, t'as tous ces personnages où en fait ça leur va très bien de visiter ces époques-là parce que justement ça colle pas, quoi. T'as Tangirl qui passe la moitié de son temps soit à poil, soit dans des fringues qui de toute façon n'ont aucun sens avec l'époque dans laquelle elle vit. Et du coup c'est génial parce qu'elle s'en fout. Elle s'en fout de la violence, elle s'en fout de comment on la regarde. Elle est juste elle-même et elle fait ce qu'elle veut. Et c'est vraiment jouissif en fait à lire parce que ça fait du bien de lire ça de temps en temps. Et les 3 tomes, c'est 100 pages. Je crois que les 3 font à peu près la même longueur. Et ça se lit mais tout seul. Et une fois arrivé à la fin, tu te dis mais j'en veux encore en fait. Parce que c'est hyper cool à lire et t'aimerais bien plus d'aventures en fait. Comme ça. Ouais, complètement. C'est page turner de ouf en fait. T'es happé par l'histoire complète et en fait je sais pas, en fait j'ai l'impression que je dis là en ce moment tout le temps, mais il faut dès que t'acceptes le truc de base, putain mais vas-y quoi, tu prends tout et tu prends toutes les blagues et putain le design est clément, enfin j'ai sous les yeux là, le design est ouf, l'action est vraiment putain de bien faite, la gueule la gueule de Tangirl est tellement cool, son passage dans la Seconde Guerre mondiale est tellement génial. Franchement, mais je l'ai relu 3 fois tellement j'ai rigolé dessus. Il y a plein de références complètement dingues et
Et voilà en fait. Et c'est vraiment très australien sur certains points. Tu reconnais presque des postures de cartes postales. Tu vois, genre c'est vraiment fou en fait. Parenté avec Mad Max. Oui, la Fury Road, bien sûr. Ouais, bien sûr. La Fury Road, ouais. Il y a des références à Mad Max. Enfin, de toute façon, l'Australie, c'est Mad Max Land. Enfin, j'imagine pas ça autrement. Clairement, oui. Ouais, je pense que tu te fais mordre par une moindre bestiole là-bas, tu peux crever, quoi. Donc, Ou devenir un homme kangourou. Oui, ça m'étonnerait pas. Mais ouais, c'est assez plaisant aussi. Dans tout ce what the fuck, t'as quand même... Martin, il tient bien son histoire du début à la fin. Il met des petites pastilles comme ça, elles sont distillées. Et en fait, ça se retrouve à la fin. C'est super bien construit. C'est un vrai plaisir. Et même, je pense au personnage du coup qui retrouve le tank. On va pas dire qui c'est pour plus de surprise. Mais la résolution de son amnésie, elle est pas simple du tout. Ça va pas être comme dans d'autres histoires où c'est bon, j'ai retrouvé la mémoire. Hop. Ça s'arrange. Non, c'est tout du long que ça va être compliqué, tout du long que ça va amener à des aventures délirantes, mais le fond, il est plus profond que la plupart des comics s'ils voudraient sérieux, quoi. Ouais, clairement. Ouais, en fait, c'est vraiment une maîtrise de la narration qui est incroyable, quoi. Parce que c'est vraiment... Enfin, faire du footrack, c'est facile. Faire du footrack qui a un sens... il faut savoir ce que tu veux dire, il faut savoir. Enfin, je sais pas. Moi, j'admire vraiment ce genre de narrateur en fait, de scénariste qui arrive à te faire des passages ultra verbeux où, putain, si tu coupes la moitié des bulles, t'as pas compris ce qui venait de se passer et l'histoire prend un tournant sans que tu le comprennes. Et qui arrive pendant les 10 pages suivantes à foutre de la merde et des blagues et des blagues et des blagues tout le temps, mais l'histoire avance quand même avec et ça marche. Ça marche parce qu'à la fin du truc, t'as tout compris, tu t'es marré et il y avait une raison à tout ça, quoi. Bon, je suis content que ça vous ait plu en tout cas. Chouette. Vous avez lu en français tous ? Oui. Ouais. La version en Kama. Ouais, un peu avec regret. J'aurais bien voulu la VO pour le coup, mais je sais pas. La traduction vous paraît satisfaisante ? Ouais. Ouais. C'est quali. Franchement, il y a des jeux de mots genre du Ben level, quoi. Ouais, ils ont bien fait le boulot et même sur les dernières pages, tu as toute une série de notes pour te clarifier les choses, pour te donner des références que tu pourrais ne pas avoir. Ça, en plus des petites traductions supplémentaires que tu as au fur et à mesure de l'histoire sur des explications de termes précis ou des choses comme ça. Non, c'est chouette. Oh putain, je viens de repenser. Parce qu'en gros, du coup, la première histoire, c'est en effet Tank Girl qui a perdu son tank et qui veut s'en racheter un. Et du coup, cette autre personne qui arrive avec son tank. La deuxième, le Tank Girl, c'est juste... en gros, ils ont récupéré tout un tas d'or nazi. Et qu'est-ce qu'ils vont en foutre, quoi, de tout ce fric. Et du coup, c'est vraiment des petites histoires... alors pareil, qui vont amener à la suite... C'est très bien construit, mais c'est plein de petites histoires complètement what the fuck. Et il y a notamment tout un passage où Tank Girl invente son propre sport national. C'est juste ouf. Bref, moi je recommande à fond ça et tout le Tank Girl. T'as tout un tas, t'as du Ashley Wood dessus aussi à un moment sur le Tank Girl The Gifting. C'est magnifique. Enfin, je sais pas si vous connaissez Ashley Wood, mais il faut vraiment connaître ce dessinateur. Il fait un boulot de malade. Perso, je l'avais découvert sur du Spawn. Il dessinait en coopération avec Ben Temple Smith. Et c'était pareil, une vraie belle série. Ouais. Et Ashley Wood, il dessine notamment beaucoup de robots. Si vous allez voir un petit peu sur Internet, il en fait des très très classes. Puis il y a plein d'autres histoires. Il y en a notamment le 21 Century dont la couverture est une fusée en forme d'énorme chibre qui décolle. C'est magnifique. Je vous invite à aller lire ça dans le métro. Ça a l'air bien. C'est qui s'en occupe? Parce on n'en a pas parlé, mais elle est complètement folle aussi. Hein. Sur les 3 titres qu'on a là, elle est folle. Je sais pas qui s'en occupe. Attends, voir, je l'ai là. C'est Ned Ivory. Parce que c'est en fait, ça fait très dessin animé vivant, quoi. C'est ouf. Et le premier est très acidulé dans les couleurs très vives. Sur le dernier, qui est durant la Seconde Guerre mondiale, t'as des couleurs très passées façon comic strip des années 70. C'est super beau aussi. Il y a un vrai boulot derrière aussi. Clairement.
par Tank Girl Gold, et ensuite Two Girls One Tank, et puis ensuite World War Tank Girl. C'est World War Tank, Gold et World War. Ah, ok. Donc commencer par ça et ensuite se jeter à corps perdu dans le reste de clairement, pour découvrir Tank Girl, c'est une très très bonne porte d'entrée. Ouais, les tomes, c'est 13,90 le tome. Donc ça se lit bien, ils sont encore facilement trouvables. Ouais. Soit sur la librairie en ligne ou normalement chez le libraire, c'est quelque chose qui se vend assez bien. Normalement, il n'y a aucun souci pour les trouver. Et sur la boutique d'Ankama en ligne. C'est des formats avec couverture souple, un peu comme les doggy bags, et du papier de très bonne qualité. C'est bon. Quali. C'est quali. Ok, bah super. Mais c'est vrai que c'est un titre que, moi j'ai l'impression d'avoir toujours vu dans les librairies. Et en même temps, comme livret, je savais pas trop de quoi il s'agissait. Et ça donne très très envie. Merci beaucoup à tous les trois. Lulu. Ben oui, je fonce tête baissée. Et puis on parlait d'Harley Quinn et Margot Robbie, donc qui incarne la dernière Harley Quinn. Bosse actuellement sur peut-être l'adaptation. Mais si. Putain, trop bien. Ah ouais. En fait, c'est MGM qui a les droits et elle est en discussion avec eux pour du coup faire un nouveau film, Tank Girl. Et bien sûr, elle incarnerait Tank Girl. Bien sûr. Ah oui. On va parler très très vite de l'adaptation, la première de 1995. Si vous n'avez rien à ajouter, je propose, une micro-pause musicale avant de passer au HLB. Le HLB n'est pas un acronyme pour hautement libidineuse, mais pour hors les bulles. Le troisième et dernier volet All Access de chaque Comics Outcast, dans lequel les chroniqueurs débriefent le plus souvent de leur visionnage d'une adaptation de comics en série ou en film. Ce soir donc, Tank Girl, un film de 1995, disponible en VOD en France. Mais d'abord, je vais me plier à l'exercice de la promotion de notre Patreon, le Patreon de VHS, notre collectif de podcasts incluant Comics Outcast, Les Défaussés, Whisperos et le dernier à avoir rejoint l'écurie, Kumite. Sur patreon.com/vaisseau hypersensas, vous pouvez venir nous soutenir en contribuant quelques dollars à la location du navire amiral qui prend en temps habituel déconfiné la forme d'un studio très très pratique pour toutes nos productions. Vous pouvez également nous aider à améliorer notre matériel, micro et câbles, et votre participation nous aidera à faire venir plus d'auteurs, leur payer les transports ou encore à organiser plus d'événements partout en France, comme peut-être à Dijon, chez Lionel et Fanny, ou à Épinay-sur-Seine, chez Masato Naka. En échange, vous aurez toute notre reconnaissance, qui sera éternelle, nos bisous virtuels, et on vous donne accès aux coulisses des enregistrements avec des bonus exclusifs, des quiz post-émission, wink wink, et on vous donnera la main sur les chroniques et les dossiers. On organise des jeux et des tirages au sort spécial patronautes. On cite vos noms la plupart du temps, sans les écorcher pendant l'émission. Et on vous invite à rejoindre la cabine d'enregistrement en ce moment même, en respectant les gestes barrières. Donc on s'en tient pour l'instant à Discord et au club réservé aux patronautes. Mais rejoignez-nous si vous n'avez pas déjà fait, ça vous permettra d'assister en direct à l'enregistrement, à faire des petites blagues dans le salon textuel et à collectionner les concombres. Pour nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur patreon.com/vaisseau hypersensas, mais aussi faire pleuvoir les étoiles sur notre fiche iTunes, vous abonner à Comics Outcast dans votre appli de podcast, ou nous suivre sur les réseaux sociaux, nous rejoindre sur le Discord, le groupe Facebook, Bouya Comics Club, etc., etc. Est-ce qu'on ne referait pas le plein avec Tank Girl? Il y a un jeu de mots là, il y a un jeu de mots que j'ai pas encore, mais il y en a sûrement un. Merci Adrien, merci Craig. Donc Tank Girl, réalisé par Rachel Taylor, est sorti en 1995.
95. Donc, comment est-ce qu'on peut peut-être voir est-ce qu'il y a des différences? Quelle partie du comics a été choisie pour passer à l'écran? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Allez, qui se lance? Vas-y Sam, c'est toi qui a choisi vraiment le thème de base, donc tu peux y aller si tu veux. Ok, bon alors en gros le film ça parle d'un futur post-apocalyptique, toujours en Australie, et t'as un petit groupe de personnes qui vivent recluses dans une espèce de manoir où ils récupèrent de l'eau, pas trop comment parce que c'est un petit peu la denrée rare. Et à côté de ça, t'as une firme qui est gérée par l'armée et qui détient elle toute l'eau et qui ne supporte pas, enfin leur général en chef, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. De Orange Mécanique, mais vieux. Ouais. Kisly, qui est du coup le chef de tout ça, ne supporte pas l'idée qu'il y a un petit territoire qui ne leur appartienne pas, qui est de l'eau qui ne leur appartienne pas. Et du coup va envoyer son tout nouveau sergent, puisqu'il a décidé de flinguer le précédent, qui trouvait pas ça très grave qu'il y ait 1% de l'Australie qui leur appartienne pas. Marcher sur du verre pieds nus, du verre oui, cassé. avant de lui planter une espèce de pompe à sang qui après extrait l'eau du sang, parce que franchement il n'y a rien à perdre dans cet univers. Oui, et après il était tout sec. Il était tout sec, c'était super bien fait. Tout est super bien fait. Oui. Franchement, ça va. Ah oui, c'est pas... 95, ça va. Ça va. Bien. Et donc, suite à l'attaque de l'armée sur le petit manoir où vit Rebecca Buck, pardon, tout le monde est mort, à l'exception de Rebecca qui est faite prisonnière parce qu'elle a descendu, je ne sais plus, 9 ou 11 des militaires de Kessel. Kessel décide de la mater. Il veut s'en servir à son propre compte, et du coup il la torture par différents moyens. Il la plonge dans un tube plein de flotte pendant on ne sait pas combien de temps. Il l'envoie à la mine. Il essaye de fracasser son esprit. Il s'avère que jamais il n'y arrive. Et suite à une attaque de créatures, je ne sais plus comment il les appelle. Les Reapers. Il décide d'envoyer Tank Girl à la poursuite de ces monstres qui visiblement se baladent dans une espèce de terrier, caverne sous le sable. Et donc voilà, de là... Ah mais attends, j'ai passé tout un passage, non? Sa rencontre avec Jet Girl. Oui. Ouais. Ah oui. Naomi Watts. C'était sous l'océan aussi, mais oui, effectivement. Sous l'océan. Sous le sable, l'océan. Oui, effectivement, en fait, quand elle va chercher à s'échapper du complexe, elle va tomber sur une petite nana qui est très timide, qui est l'opposé extrême d'elle au final, parce qu'en plus elle est brune quand elle est blonde, tu vois. Elle a les cheveux longs quand elle a la tête rasée, tout comme ça, et du coup, qui va être sa nouvelle ingénieure en chef du tank, et entre autres d'ailleurs. Et elle va s'échapper avec elle, tout simplement. Il n'y a pas plus à raconter, quoi. Qui se retrouvera être Jet Girl, du coup, et qui partira également avec un jet. Et donc voilà, en gros, ça va être l'histoire de ce personnage, Tank Girl, qui refuse du coup encore toute forme d'autorité, qui va se battre contre l'armée tout entière, dans des scènes plus incroyables que folles. Et voilà, en gros. Un bon résumé, on va dire. Et si tu veux, je me suis pas la peine d'aller plus loin, quoi. Je me suis noté le film scène par scène, si vous voulez. Hein. C'est vrai. Oui, on va peut-être pas. Mais donc, t'as noté scène par scène livrée parce que t'as beaucoup aimé ou parce que c'était... Quelle a été ton impression? Alors, figure-toi en fait que me rends compte que j'avais jamais vu ce film. Et moi non plus. Moi non plus. J'ai dit à une pote avant de partir en soirée, écoute, je te laisse parce que je dois aller regarder un film de merde. Elle me dit, c'est quoi? Et je lui ai dit, c'est Tank Girl. Et là, elle m'a fait, attends, juste 2 secondes, tais-toi parce que ce film, il est trop bien. Et il faut absolument que tu le vois. Donc, cette meuf, en l'occurrence, c'est Force Rose.
connu aussi du monde des podcasts. Et du coup, j'ai lancé Tank Girl avec de base un autre regard qui était ok, ce film, il est peut-être bien. Et après l'avoir fini, alors juste pour info, il est dispo en France si tu prends Amazon Prime et que tu prends le mois gratuit de MGM. Il fait partie des films. Faut que je me désabonne d'ailleurs. Voilà. Faut pas oublier, tu peux te désabonner dès la première seconde, hein, c'est pas un problème. Et du coup, j'ai lancé ce film et une fois fini, j'ai fait mais c'est trop bien. Alors de la BO, des acteurs, parce qu'il y a plein de trucs, parce que c'est kitsch, parce que c'est drôle, parce que c'est con, parce qu'il y a plein de violence et de trucs dégueulasses. Et du coup, je l'ai revu. Ah ouais. Parce que voilà, donc du coup je l'ai vu 2 fois et la deuxième fois j'ai noté des choses que je voulais me souvenir en fait. Et en fait je me suis retrouvée à noter énormément de choses, de scènes un peu bizarres, de premières rencontres avec celui que t'as dans le comics qui est l'homme kangourou en fait j'ai lu je crois sur Wikipédia qu'ils voulaient pas faire des effets spéciaux 100% et du coup ils ont maquillé des êtres humains pour faire ces hommes kangourous. Donc c'est des prothèses assez dégueulasses. Dans les hommes kangourous, il y a quand même Ice-T, le rappeur. Il est méconnaissable, hein, vraiment, mais il voilà. joue bien, moi je trouve. Je sais pas, je trouve et ça marche. Il y a Jeff Cober aussi qui joue Booga, donc celui qui tombe amoureux de Tank Girl, c'est celui qui joue Joe dans la 4e saison de Walking Dead. Ça dit quelque chose à des gens. Non. Voilà. Et donc, du coup, c'est clairement des gens que tu ne peux pas reconnaître, mais c'est excellent parce qu'ils sont tellement bizarres dans ce film. C'est des méchants gentils, chelous, qui dansent quand ils sont contents et qui sont tous avec leur queue de kangourou, mais du coup qui ressemble à des queues de lézard parce qu'ils n'ont pas énormément. Parce qu'il n'y a peut-être pas le budget. Franchement, question budget, le film a coûté 25 millions de dollars, ce qui est énorme. Quand même. Box office, 6 millions de dollars. Combien ? 6. Oh la vache. Donc ça a été un échec déculotté au cinéma. Alors par contre, il a un espèce de culte. Tu sais, comme beaucoup de films de l'époque où il y a beaucoup de fans derrière qui ont suivi, qui ont adoré. Tank Girl est devenu un symbole. On la croise dans toutes les conventions. Il y a toujours une meuf qui est déguisée en Tank Girl. Alors que... et je pense que c'est surtout par rapport au film plus que le comics, parce que le comics il est quand même très mainstream. Voilà, enfin ça représente pas grand chose. Et non, le film il a plus marché dans les côtés sombres, tu vois, du monde du cinéma. Et c'est je pense justement pour toutes ces choses un peu bizarres, pour ces acteurs qui sont pour certains connus. Enfin, il y a Naomi Watts quand même dedans, c'est pas n'importe qui. Tu as Iggy Pop qui joue dans le film. Oui. Qui est quand même un violeur, hein, on peut le dire. Tu as la sœur de John Cusack qui joue Subgirl. Alors, elle apparaît 15 secondes, on sait même pas que c'est Subgirl, mais voilà. C'est la rousse. Merde. Qui les agresse, là. Et ben, c'est Subgirl. D'accord. Et Tank Girl, elle est jouée par Laurie Petty, donc on a un peu oublié maintenant, mais qui, dans les années 90, c'était la meuf 2 dans Point Break. Voilà. Et si, récemment, on l'a vue dans Orange is the New Black. Ouais. Elle joue Loli, la folle, celle qui a les cheveux rasés avec les lunettes noires. Donc elle fait toujours de la série et des films, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup moins connue qu'à une époque. Et c'était pas elle qui était pressentie pour le rôle au départ, c'était une Anglaise, il me semble, mais qui avait refusé de se raser la tête. Et ils ont dû changer, du coup, ils ont pris une actrice américaine qui était un peu plus folle et qui, du coup, allait oser se raser la tête pour faire un film. C'est vrai qu'il faut l'assumer après la coupe de cheveux. Ah bah exactement, parce que dans le film, tu la vois se transformer. Alors déjà, au départ, sa coupe de cheveux est pas folle, mais elle subit une transformation dans le film, dans une pièce à transformation pour devenir stripteaseuse, on va dire. Et c'est là où elle se perce les oreilles, elle se fait des coupes de cheveux complètement aléatoires, elle s'habille n'importe comment, et elle crée en fait le perso qu'on connaît dessiné de Tank Girl, quoi. Mais ouais, non, il y a tellement de moments cool dans ce film. En parlant de moments cool et de dessin, d'ailleurs, il y a 2 séquences qui sont animées, qui sont juste folles, quoi. Elles sont magnifiques, elles sont ultra animées, ultra graphiques. C'est. T'as déjà il y a plus de séquences, il y a plein de passages qui sont. T'as le générique de début. Alors oui, de fin. Je veux dire pas juste des dessins qui sont mis en animation. C'est vraiment il y a 2 séquences d'animation réelles. Ouais. Alors je sais pas si c'est une solution pour coûter moins cher en combat. Parce qu'il y a des scènes qui sont quand même très complexes. Enfin, quand tu les vois en animé, ça passe tout seul, mais je pense qu'en réel, ça aurait rien donné. Et là, ça passe tout seul. Quand c'est dessiné, tu retrouves la folie des dessins, l'exagération complète sur les formes, les combats. Je pense qu'en
en réel, ça aurait été juste cheap et tellement horrible. Et du coup, est-ce que ce côté dessiné, il donne un gros, c'est pas un gros plus quoi au film. Ouais, ça croise le média et puis ça fait le rappel en fait au comics, qui est plutôt cool. Mais franchement, tu me dis 25 millions avec la, enfin. Là, ça me remet le film un peu en conséquence, quand tu dis putain, il est foiré de ouf pour 25 millions. Parce que tu dis vraiment tout est dégueu en fait dedans. Ouais. Quoi, c'est chaud. Ça aurait été un film à 2 millions. Tu dis ok, je comprends que les mecs ils avaient pas de budget, mais là je sais pas où il est passé le budget. Dans les explosions, je pense il y a quand même quelques effets spéciaux. Après, c'est vrai que. Je sais pas. Il y a peut-être les cachets des acteurs. Ouais, peut-être. J'y connais pas assez pour juger vraiment, mais je me dis putain, un tarif pareil, c'est violent quoi. C'est violent. Mais ouais. Il y a la technologie autour du chinois spécialiste de technologie là, quand il opère le méchant, tu vois. Il y a quand même des choses futuristes. Mais n'importe. Ouais, c'est très années 90 ça du coup. C'est très Sentai, ouais. C'est clairement années 90, c'est très bien ancré dans son époque. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et Kangourou, là, ils m'ont fait penser, vous savez, à la série là où il y avait des dinosaures, mais des gens qui étaient dans des costumes de... Personne ne veut se rappeler, mais oui. Ça me fait penser à ça. Mais c'est marrant parce que du coup, moi, quand j'ai commencé à visionner le film, je me suis calé devant avec ma Switch en me disant, ok, je pense que j'aurais pas beaucoup besoin de le voir pour comprendre ce qui se passe. Et je pense que au moment où elle se fait capturer et elle commence à se faire torturer et qu'elle résiste en mode petite connasse trop bien en fait, tu sais, je me suis dit putain, mais il y a un truc en fait, juste dans les vannes en fait, il y a déjà un truc qui est cool. Et franchement, j'ai pris, enfin, je jouais moins pour regarder plus le film, et à la fin en fait, je regardais juste le film. Et donc c'était ce qui est gage de bien pour moi en tout cas, pour ce genre de film. Et vraiment, il est dynamique, et ça perd pas son temps, c'est ouf quoi, c'est trop bien. Mais c'est clair qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, la comparaison avec le comics, elle est facile. Alors, d'une, effectivement, tu as les parties animées où il n'y a aucun souci. C'est vraiment ce que tu vois dans les comics. Et puis le personnage de Tank Girl, même s'il ne me semble pas qu'il soit nommé Tank Girl une seule fois, il est comme dans le comics, en fait. Elle est punk, elle est vulgaire, elle en a rien à foutre. Elle se laisse pas abattre par un mec qui veut essayer de lui changer ses idées. Elle fonce droit dans le mur s'il faut foncer droit dans le mur. Elle a un humour très limite et ça marche en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment fidèle aux comics dans le genre des personnages. Après, par contre, je sais pas si cette histoire-là existe. Non, c'est une histoire, c'est librement inspiré. Enfin, c'est librement inspiré de Tank Girl. Ça me semblait. Après, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin que ça soit une histoire fidèle du moment que tu gardes l'esprit du truc. C'est parfait, quoi. Et puis, il y a la musique. Il y a la musique. Oui, j'allais dire, il y a la musique. Ouais. Putain, excuse-moi, mais franchement... dans ta BO, quand tu mets du Björk, quand tu mets des L7, quand tu mets du Portishead, quand tu mets du Joan Jett, enfin, c'est juste trop bien, quoi. J'ai passé tellement de moments, je me suis récupéré la BO du coup aussi, tant qu'on y est. Et c'est juste hyper cool à écouter. Alors t'as pas que des groupes féminins et féministes, t'as aussi des groupes avec des hommes, mais ça s'écoute très bien, quoi. Ça marche avec, c'est du punk, c'est hyper dynamique, ça renforce super bien toutes les scènes d'action parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et quand les premières scènes de combat où elle est dans le désert et qu'elle va défoncer les mecs qui attaquent sa maison, enfin ça marche bien avec, quoi. C'est vraiment trop bien. Ouais, moi j'ai retrouvé des musiques, alors je suis nul en groupe, mais j'ai retrouvé des musiques qu'il y avait sur Lollipop Chainsaw, et rien que pour ça m'a fait kiffer de ouf. C'est complètement le même type en fait, de genre, et ça marche combien. Et toi Lulu, tu l'as regardé du coup? Qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai regardé, j'ai eu ce sentiment de tomber, c'est pareil, je partais avec un a priori un peu, genre en voyant l'affiche, je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en avais jamais entendu parler, et en fait... l'impression instantanée de tomber sur un film culte c'est exactement ça. Voilà, dont j'avais pas connaissance. Et ouais, je me suis marrée. Il y a un grand plaisir à voir des acteurs qu'on retrouve de cette époque-là, à découvrir Naomi Watts qui est excellente dans le rôle de Jet Girl.
Et la Gwen Stefani là, rencontre Harley Quinn, elle est top quoi. Enfin, c'est vraiment une super incarnation de Tank Girl et je recommande vraiment chaudement le film. On rigole un peu sur les prothèses, sur les effets spéciaux un peu peut-être perfectibles, mais franchement moi je trouve que ça marche vraiment bien. C'est pas un aspect cheap. Je sais pas comment dire. Enfin, il y a beaucoup d'âme, donc ça. Enfin, ouais, je trouve que ça marche. Ça marche vraiment bien. Je suis pas sûr que le film aurait été meilleur avec des meilleurs effets spéciaux en fait. Non. Ça aurait rien changé en fait. Le film aurait été toujours aussi bon. Non, il aurait été trop lisse, je pense peut-être. Ça aurait été, Là, je pense ça participe un peu de l'identité punk et l'aspect un peu foutraque. Enfin, le mélange animation et film live aussi, ça marche vraiment bien. Enfin, alors que c'est assez surprenant et assez casse-gueule. Ouais, je sais pas, tout est cohérent. Quand tes pimps sont tank. Ouais. Elle est tellement stylée. Les coups de canon à coups de canette de bière, putain. Tellement cool. En tout cas, merci pour la découverte et ça gagne. Le comics et le film gagnent vraiment à être connus. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, c'était notre avis sur Tank Girl, l'adaptation cinématographique, et c'est la fin. Non. Hey. C'est la fin de cette émission. Fou. Bon, j'ai rien oublié. Si, les patronautes, mais j'ai pas complètement oublié. Donc, on se dit à dans 2 semaines. Zef, on te retrouve où en attendant, peut-être, si tu participes à l'émission collé à mon siège de bureau chez moi, que j'ai l'impression de ne plus quitter depuis quelques temps. Il a pris la forme de ton corps. Il a pris la forme de mon cul, clairement. Je me lève, et c'est super agréable quand tu t'y assois, hein, honnêtement. Enfin, comme c'est mon cul, je sais pas si quelqu'un d'autre qui s'y assoit sera aussi agréable, mais bref. C'est pas le débat. Sinon, toujours dans le défaussé, on s'éclate avec Alex à faire des émissions à distance régulièrement, à appeler Craig et à le virer à chaque fois régulièrement sur Discord. À tel point que notre relation a pris un coup, j'ai l'impression. Avec Craig, hein, j'entends. Et voilà, on a fait une super émission là qui va bientôt diffusé, avec elle Sam devait être là, mais bon, il nous a lâché au dernier moment. Mais on a fait une émission jeu de rôle avec le Comedy Comics et Théo Rivière sur Alien et voilà, et c'était trop bien et on s'est éclaté et ça sortira je pense dans 2 semaines là environ, un truc comme ça. Patient. Nivrae, on te retrouve où? Sur Animal Crossing. Entre mon canapé et ma chaise de bureau. Tu vends des navets comme s'il n'y avait pas de lendemain? Exactement, de navet en navet, de terraformation en soirée de terraformation. C'est incroyable, je ne fais rien d'autre. Si je fais du Ring Fit, voilà. Ring Fit boulot Animal Crossing. Non, mais il y a un moment où passer 400 heures, je ferai autre chose. Et sinon, toujours sur Netflixers en fin de mois. Et du coup, ça m'arrange parce que tu vois, Tank Girl était sur Amazon Prime, je vais pouvoir en parler. Donc, d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Très bien. Et toi, Sam, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ou est-ce que tu vas rentrer dans ton terrier pour travailler? Je vais me remettre dans mon terrier, là, j'ai vraiment trop de taf. Je vais me remettre tel Zef derrière mon écran, sur mon fauteuil et rester un bon moment. J'ai eu peur, je pensais que tu t'asseyais aussi sur mon fauteuil, je me disais... Vous n'avez pas remarqué? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux un peu partout et rendez-vous le 5 juin pour le numéro 144 de Comics Outcast. Je rends l'antenne et je repasse en mode furtif Access Restricted. Les patronautes, vous restez avec nous pour un petit jeu volé à Adrien Méniel et sobrement intitulé Les comics qui baisent ensemble. Oh putain! Merci aux patronautes. Je sors la liste. On va terminer l'émission sur vos doux noms. Et on se retrouve très bientôt. Merci à Vincent, Joanie Julien, Alak, Rekma, Pierre Cocard, Matt Satonaka, Perchak, Lionel et Fanny, Frédéric Lieto, Trace, JP Perron, Garco, Guillaume Rocher, Damien Dessay, Renaud Gomez, Jojo Nathan, Alexandre Nicolas, Chloé Dutilleux, Yannick C. Yakbar,
Scaraxo et Prigmore. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci. Portez-vous bien. Toi aussi. Papa, la pa, la pa.